Nous, on s'implante dans les quartiers les plus prestigieux pour pouvoir produire ces opérations de service client. C'est vraiment une spécificité, c'est assez unique dans le monde. Et donc, on est aussi bien à Seoul qu'à Tokyo, à Hong Kong, à Shanghai, dans le cœur de Londres, Paris, à côté du Duomo à Milan, par exemple. Voilà, donc, partout, on a eu cette stratégie d'être au plus proche de nos consommateurs finaux. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Benoît Avorillon, qui est le fondateur d'Audity. Et pour commencer ce podcast, je voudrais d'abord remercier un autre invité qui est Augustin Paluel-Marmont, parce qu'il ne le sait pas, mais c'est grâce à lui aussi qu'on est ensemble aujourd'hui, puisque Benoît, tu avais découvert, je crois, le podcast par un post sur le scoutisme, suite au passage d'Augustin sur l'émission, qui avait raconté avec brio son expérience dans le scoutisme. Exactement, bonjour à tous. Et donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas déjà écouté, déjà, c'est le podcast numéro 2. Donc, vous pouvez le retrouver, c'était un des tout premiers, un peu balbutiant, mais qui avait très très bien marché. Et donc, Benoît, c'est une très grande joie de te recevoir aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous parler de ton parcours, de tes investissements. Et puis, on va commencer avec Audity. Est-ce que, dans un premier temps, je peux te demander de te présenter à la manière dont tu souhaites le faire ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci de me recevoir et de me donner la chance de partager un peu mon expérience. Moi, je suis Benoît Avorillon, le fondateur de la société Audity, spécialiste de la relation client dans le secteur du luxe. J'ai 44 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je vis, on va dire, mon expérience professionnelle et personnelle comme une aventure. Mais on le développera après, je crois. Ouais, tu as un parcours, effectivement, tu le disais, très spécialisé dans la relation client. Avant même, je crois, de fonder Audity, tu étais déjà dans ce secteur. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier ? Ouais, j'ai été en fait plutôt consommateur des services clients de par un métier au départ en tant qu'ingénieur, mais qui évoluait dans des directions commerciales, plutôt dans le secteur des télécommunications. Et j'ai été amené à, évidemment, faire usage de services clients pour servir les clients de ces opérateurs télécoms. Donc ça a été moi une découverte avec cette casquette de tous les grands acteurs qu'il y avait à l'époque dans le monde. Et en travaillant avec eux, on va dire, j'ai eu petit à petit l'idée de développer cette activité autrement, voilà, et de manière singulière. Alors, évidemment, la question va de soi. On connaît l'expérience client. On a eu en plus Olivier Duhat qui est venu il y a quelques temps aussi sur le podcast parler de Webhelp. On doit, j'imagine, souvent t'en parler. Par singulière, qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce qui a provoqué chez toi l'envie de construire quelque chose de différent ? Et c'était quand d'ailleurs ? Alors, d'abord, aujourd'hui, effectivement, Audity fête ses 13 ans. Mm-hmm. Donc, effectivement, on me parle souvent de Webhelp et donc de la merveilleuse réussite d'Olivier Duhat notamment. Alors, il y a pas mal de choses en fait qui sont différentes. Je vais citer Guillaume Pépi qui, en me rencontrant et en faisant la synthèse d'Audity, m'avait dit un jour, si je comprends bien, Audity, c'est le Webhelp du luxe. Voilà. Donc je pense que la formule est pas mal, donc je me permets de lui reprendre. Et effectivement, le concept d'Audity est né très différemment par une raison majeure, c'était le souhait de ne pas être le plus grand, mais le souhait d'être le meilleur, ce qui est une philosophie très particulière et qui, en tout cas de laquelle, je dirais, toute action au sein d'Audity a découlé. Il faut savoir que le secteur de la relation client dans les années 2000 a connu une croissance extraordinaire. Les besoins des consommateurs en assistance, en aide, et particulièrement en aide à distance avec l'éclosion d'Internet, ont fait que de grands acteurs sont nés avec, évidemment, la course au volume.
L'idée était de tous ces grands acteurs de la relation client, dont quelques majeurs sont français d'ailleurs, je le souligne, c'est une fierté française. L'idée, c'était de répondre toujours plus rapidement aux consommateurs et de les assister dans un moins de temps possible. Donc, il y avait cette course, je dirais à la fois à répondre au volume qui grandissait, avec des indicateurs très quantitatifs pour permettre d'être dans une efficacité optimale, tant en termes de réponse client, donc pour le bienfait des clients finalement, que pour des raisons évidemment de coûts qu'il fallait maîtriser, puisque les demandes augmentant, c'était des budgets pour les annonceurs, les donneurs d'ordre, les marques, qui étaient de plus en plus importants. Et moi, face à ce constat-là, j'avais plutôt des désirs de mieux faire plutôt que de faire plus. En parallèle, les années 2000-2010 ont connu une très forte période de concentration du marché. Donc il y a eu évidemment une très forte période de M&A sur ces acteurs qui se sont rachetés les uns les autres pour créer des vrais grands champions. Toujours pour une même logique, c'est que la logique du volume permettait bien évidemment de réduire les coûts de production des services et donc, in fine, permettre aux marques d'avoir accès à ces services pour de moins en moins de coûts. Concrètement, tu as un service client, c'est quoi les variables sur lesquelles tu peux réduire tes coûts et c'est quoi les variables que toi tu as refusé d'utiliser pour réduire ces coûts-là? Pour réduire le coût, l'idée d'abord, c'est de travailler pour faire en sorte qu'un conseiller soit ultra efficace. Donc, en fait, ce que font beaucoup d'acteurs dans le monde, c'est qu'ils vont essayer de formater au maximum des réponses et de mesurer la durée de ces conversations entre un conseiller et un consommateur final. Bien, nous, chez Audity, on a refusé de travailler dans ce sens. On ne mesure pas, ou plutôt on mesure, mais on n'en fait pas un objectif. Donc la durée de la conversation entre un conseiller Audity et un consommateur, dans le secteur du luxe particulièrement, la durée n'est pas un objectif en soi. Notre objectif est simplement de faire en sorte que cette conversation soit une expérience parmi tant d'autres entre un consommateur et la marque, et qu'à la fin, le consommateur ait simplement eu ce qu'il attendait. Parfois, dans le luxe, le consommateur peut simplement attendre d'avoir échangé avec la marque. Ça peut lui suffire. Donc c'est un prisme qui est très différent et qui est l'un des fondements d'Audity, à savoir que le savoir-être du conseiller peut être en soi un objectif suffisant pour répondre aux besoins des clients. Ouais, c'est passionnant ce que tu dis parce que ça suscite une réflexion qui est de se dire c'est quand même un paradoxe dingue que d'une part tu as des marques qui fassent tout pour capter un maximum l'attention du temps de leurs clients, par exemple de la publicité, on va mesurer le temps passé à regarder une vidéo et puis il y a du temps passé, mieux c'est. Mais en revanche, un conseiller clientèle pour un client existant, on va se dire, moins il passe de temps, mieux c'est. Alors que c'est genre, le même indicateur, ça reste du temps passé avec la marque, c'est un temps qui est qualitatif, un temps qui est personnalisé. Effectivement, c'est un temps peut-être qui coûte plus cher à la marque et c'est surtout un temps qui n'est pas un temps d'acquisition. Mais effectivement, le prendre de cette manière-là et calculer aussi l'impact que ça a sur la rétention, c'est super intéressant. Ouais, c'est passionnant. Nous, on travaille beaucoup là-dessus depuis le recrutement du conseiller. Et donc, qu'est-ce qu'il a en lui pour pouvoir offrir un temps qualitatif avec un consommateur, mais également à tout ce que l'on peut apporter. Et en fait, ce temps d'échange, indirectement, peut être un temps d'acquisition, peut être un temps de fidélisation, peut être un temps aussi de création d'attachement à la marque. Et ce qu'on va aller chercher dans le secteur du luxe, on ne peut pas aller le chercher dans tous les secteurs. Il y a une part d'émotion qui est très forte. Il y a une part d'irrationnel qui fait que d'ailleurs les consommateurs sont parfois prêts à payer des prix qui peuvent être irrationnels pour acquérir certains objets que l'on ne va pas retrouver dans certains secteurs, dont certains que je connais très bien qui sont par exemple les télécoms, j'en parlais tout à l'heure, où on va plus être dans la recherche de l'efficacité et le fait que ça fonctionne tout simplement. Donc je dirais que il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a les grands acteurs majeurs mondiaux de la relation client travaillent sur des problématiques qui sont très différentes des problématiques qui sont recherchées par les marques de luxe. Parce que le fait de ne pas mesurer, c'est quelque chose auquel n'importe quelle marque aimerait, j'imagine, aspirer. C'est juste que ce n'est pas accessible, j'imagine, pour beaucoup d'entre elles en termes de rentabilité. C'est à la fois effectivement pas accessible en termes de rentabilité de par les volumes, c'est très clair. Il y a également une réalité produit.
Je pense que Aurore, si on vous appelle et qu'on vous demande de passer 5 à 10 minutes pour parler de votre nouveau forfait box Internet, je ne suis pas certain que cela vous passionne pendant 5 à 10 minutes. Vous allez plutôt avoir une recherche d'efficacité pour comprendre effectivement, vous, quel est votre besoin, comment on y répond, combien ça va coûter. Et si on a répondu finalement à ces 3 questions-là, je pense que vous serez satisfaite de l'avoir fait dans le moins de temps possible. Parce que vous avez plein d'autres choses à faire dans votre journée. Et dans le secteur du luxe, on a une part d'émotion qui vient en plus, donc c'est une 4e composante, et qui va venir complètement changer la donne. On a des clients qui sont ravis d'appeler la marque, ou en tout cas d'avoir une conversation avec la marque, quel que soit le canal choisi. Audity travaille aussi bien sur tous les réseaux sociaux, en messaging type Insta ou WhatsApp, qu'avec des canaux plus traditionnels comme l'email ou le téléphone. Mais il y a des clients ou clientes qui vont être ravis de pouvoir échanger 3 ou 4 fois sur un modèle de sac à main, sur une paire de chaussures, sur des accessoires, sur de la mode, sur même l'histoire de la marque. Et donc, c'est vraiment c'est comme quand on allait chiner autrefois dans les boutiques sans savoir si on allait acheter ce produit ou pas, mais on y retournait quand même plusieurs fois, et puis on l'essayait, puis on le réessayait. Et il y avait cette connivence qu'on arrivait à créer entre finalement un client et la marque. Aujourd'hui, on va créer exactement la même chose, mais à distance. Ok. Et tu travailles uniquement avec des marques de luxe, du coup ? Alors, Audity a effectivement, de par la philosophie initiale qui était de devenir non pas le plus grand, mais le meilleur, à force d'avoir cette philosophie-là, on a été amené à travailler avec des marques de luxe. Donc aujourd'hui, 85% du chiffre d'affaires d'Audity est constitué par des marques dites de luxe. Alors nous, on aime bien parler aussi de marques iconiques, parce qu'en fait, le luxe peut parfois avoir une image un petit peu tronquée. Donc en fait, nous, on estime que dans à peu près tous les univers de consommation, il y a les acteurs qui sont un peu plus haut de gamme. Et donc, on les appelle des marques iconiques. Ce sont en fait des marques qui parlent et qui résonnent dans l'inconscient des consommateurs. Tu as des exemples de marques que tu cites ou tu ne donnes pas le nom de tes clients ? Alors, on ne peut pas trop parce qu'elles ne le souhaitent pas trop. Donc, on a des communications parfois très ciblées sur des marques qui ont envie de dire qu'elles travaillent avec le numéro 1 mondial dans le secteur du luxe, à savoir Audity. Mais c'est plutôt à leur demande et c'est elles qui évidemment valident cette temporalité. Moi, ce que je voulais peut-être signaler, c'est que on conserve à peu près 15% de notre chiffre d'affaires vers d'autres univers. Et on est très fiers de le faire parce que ça nous permet aussi de rester connectés à d'autres industries, d'autres façons de travailler, d'autres problématiques, et donc nous ouvrir parfois même à d'autres technologies que l'on peut ensuite offrir au luxe, donc, ou aux marques iconiques au sens large, pour répondre à ma définition de tout à l'heure. Tu disais que vous étiez numéro 1 mondial. Vous êtes du coup présent partout dans le monde. Il y a certains pays dans lesquels vous êtes présent en particulier. Et depuis quand vous êtes numéro 1 mondial ? J'imagine qu'il y a 13 ans, ce n'était pas forcément le cas. Non, il y a 13 ans, ce n'était pas le cas. Et puis, pour être très honnête, Audity a été créé avec une démarche qui était quand même finalement à la fois ambitieuse et à la fois très humble. Je veux dire, l'humilité et l'ambition, donc ce paradoxe qu'il y avait au départ, c'était simplement l'envie de bien faire. Il n'y avait rien d'autre. L'envie de bien faire et de faire autrement par rapport à ce que j'avais pu, moi, constater en tant que consommateur de ces services clients. Aujourd'hui, effectivement, l'histoire qui s'est déroulée, si on la regarde maintenant dans le rétroviseur, ces 13 années se sont, donc encore une fois, attachées à devenir les meilleurs. Et en fait, pour une marque donnée, afin d'attacher un maximum d'attention aux clients finaux, aux consommateurs, la stratégie d'Audity a été d'être proche des consommateurs. Donc pour une marque donnée, si je prends le cas de marques iconiques, on en a beaucoup en France, donc une marque donnée qui est française, en fait, elle rayonne à peu près partout dans le monde, généralement. Et nous, on estime que pour bien répondre aux consommateurs, on doit avoir une approche à la fois globale et locale. Donc globale parce qu'on se doit de comprendre l'essence même de la marque avec laquelle on travaille. Ça, c'est une particularité très forte d'Audity, qui est dans notre baseline, Cultivating Singularity. Donc on travaille la singularité d'une marque en comprenant l'essence de la marque, globalement, son ADN, ce qu'elle cherche à créer comme émotion auprès de ses clients. Mais en fait, on va pouvoir adresser ces clients-là en comprenant également leurs spécificités locales. Et on sait que pour une même marque, on ne va pas aborder un consommateur de la même manière
selon s'il est à New York ou à Tokyo. Donc effectivement, on s'est développé à l'international pour être au plus proche des consommateurs des marques. Donc aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays, dans 10 pays même précisément. Donc aux États-Unis, bien évidemment, on est présent à New York, dans le quartier de Soho. Là aussi, on essaye d'être au plus proche des consommateurs. Les consommateurs vont dans les boutiques plutôt à Soho, qui est évidemment le quartier emblématique où aujourd'hui toutes les marques iconiques se trouvent. Et donc, Audity est également au cœur, ce qui est une grande spécificité dans le secteur de la relation client. Oui, c'est clair. On ne va pas dans les régions qui sont plutôt à bas coût, que ce soit pour les salaires ou les locaux. Nous, on s'implante dans les quartiers les plus prestigieux pour pouvoir produire ces opérations de service client. C'est vraiment une spécificité, c'est assez unique dans le monde. Et donc, on est aussi bien à Soho, donc à New York, j'en parlais, qu'à Tokyo, à Hong Kong, à Shanghai, dans le cœur de Londres, Paris, à côté du Duomo à Milan, par exemple. Voilà, donc, partout, on a eu cette stratégie d'être au plus proche de nos consommateurs finaux, on va dire, qui viennent chercher quelque chose de spécifique auprès de leur marque. C'est quand même assez énorme d'avoir réussi à construire ça. Et en plus, il me semble que tu as créé cette société tout seul. Alors, ou tu étais associé? Non, pas vraiment tout seul. J'ai démarré, alors j'avais ce projet qui était latent, que j'ai pu effectivement démarrer avec un premier associé. Oui. Et puis ensuite, l'histoire de toute façon ne s'écrit jamais seule. Donc en fait, je crois quand même fortement en l'esprit d'équipe. Je ne suis pas vraiment un solitaire, mais plus quelqu'un qui aime être en équipe. Et je crois que, non, j'ai toujours été au contraire très bien accompagné et c'est ce qui a plutôt fait la réussite jusqu'à présent d'Audity. Okay, mais aujourd'hui, c'était toi qui es du coup CEO. Alors, et oui, tout à fait. Des gens qui étaient avec toi au départ, au lancement d'Audity, qui travaillent à tes côtés ces années ou pas? Non, alors les équipes ont énormément évolué. Encore une fois, le projet de départ, qui était presque un projet de copain, est devenu un projet qui est devenu très ambitieux et avec effectivement un constat aujourd'hui d'être le numéro 1 mondial pour ces marques iconiques, qui est finalement plus la résultante de ce que l'on a fait plutôt que ce que l'on cherchait à faire au départ. Donc l'histoire s'est écrite comme une aventure. On parlait de scoutisme tout à l'heure. Je crois que c'est le mot qui résonne le plus souvent quand on parle de scoutisme, c'est la notion d'aventure. Et en fait, c'est une aventure où on a peut-être cherché à viser certains sommets au départ, et puis les sommets sont devenus de plus en plus élevés au fur et à mesure de l'aventure. Mais le point commun, même si les équipes n'ont pas été les mêmes, il faut aussi être lucide quand on est, je pense, entrepreneur. Et là, c'est peut-être, je m'adresse aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que les équipes avec lesquelles on fait un bout de chemin ne sont pas forcément les mêmes avec lesquelles on peut évoluer, en tout cas, sur tout type de chemin, vers tout type de sommet, pour reprendre cette image un peu d'ascension. Et donc, généralement, on part avec une équipe qui correspond au projet. Et nous, notre projet a énormément évolué. Donc, évidemment, que ce soit sur l'actionnariat ou ce soit sur les équipes opérationnelles, le projet a évidemment évolué. Alors, avec évidemment quand même la fierté d'avoir quelques collaborateurs qui sont là depuis quasiment les tout débuts. Ça, c'est toujours une grande fierté quand on a cette possibilité-là. Et particulièrement en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, de pouvoir accompagner des personnes à évoluer tout au long de cette aventure. Mais ce n'est pas évidemment fait pour tout le monde. Les étapes de croissance d'une entreprise peuvent être très différentes en termes d'attente, en termes aussi d'enrichissement personnel, d'épanouissement. Et je pense que c'est important de savoir se situer par rapport à tout ça et se dire qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, mais pas forcément tout type d'ascension. Complètement. Il y a un truc que tu dis tout à l'heure, et d'ailleurs tu citais, je crois, ta tagline, Cultivating Singularity, et je recroisais ça alors, avec une expérience récente que j'ai eue, d'être appelée par un nouveau type de service client. Je pense que c'est une IA, parce que la première fois j'ai hésité, la deuxième fois ils ont fait la même chose, donc je me suis dit que c'était... Et ils font même semblant en fait de ne pas m'entendre au début. C'est assez bizarre, ils font « Allô ?» Allô, comme ça, et puis c'est hyper troublant parce qu'après c'est une voix qui part un peu en mode automatique, donc je me suis dit tiens, en termes de manière de cultiver la singularité, on est à l'autre bout du prisme, et je me posais la question, toi t'as le parti pris depuis le départ d'être justement dans une relation très personnelle, tu vois en face des gens qui développent ce type de solution et l'IA qui prend une place énorme, est-ce que c'est un outil que tu vois comme étant une manière de s'appuyer, comme un outil sur lequel tu peux t'appuyer pour justement, je sais pas, gagner du temps quelque part et en avoir plus à consacrer à tes clients, ou est-ce que c'est quelque chose que tu trouves
à côté de la plaque par rapport au service que tu veux construire ? Non, mais il y a deux choses, il y a deux sujets par rapport à cette IA. Effectivement, donc, ce que tu as expérimenté, on va dire, est vraiment à l'extrême opposé de ce que Audity cherche à offrir. Je pense que quand on cherche à être en relation avec une marque iconique, on ne s'attend pas à quelque chose d'impersonnel. On souhaite être en contact avec des personnes qui vont représenter la marque. On recherche évidemment une certaine forme de quelque chose de parfait, de quelque chose qui vraiment peut toucher le sublime, mais aussi avec les aspérités qu'il peut y avoir dans l'humain. Et c'est ce qui fait l'authenticité. C'est ce qui fait le bon. Voilà. Et donc, pour reprendre, effectivement, Cultivating Singularity, nous, c'est ça, notre motto, c'est d'essayer d'aller représenter la singularité de la marque avec tout ce qu'elle a de sublime, mais aussi toutes les petites aspérités ou en tout cas le ton de voix que la marque souhaite afficher pour son public. Donc, l'IA, pour nous, ne correspond évidemment pas à cette philosophie. Ça, c'est très clair. Alors, je pense que l'IA a beaucoup d'avenir dans beaucoup de secteurs, même en front, mais pour des marques iconiques qui, justement, je le disais tout à l'heure, cherchent à contacter la marque parfois pour des choses qui ne sont pas tangibles, mais simplement souhaitent être en relation avec la marque, l'IA n'a pas vraiment de sens. Donc, l'humain, pour nous, reste au cœur du sujet. Après, c'est vrai qu'Audity s'est beaucoup développé, contrairement à d'autres acteurs, en allant offrir aux marques des technos. Chez certains acteurs, on va dire des acteurs plus généralistes, les marques vont imposer leur technologie aux prestataires. Dans notre cas présent, les marques sont contentes de venir dans l'éco ou le tech environnement plutôt d'Audity, qui leur permet en fait d'avoir une solution qui est optimale, qui est en fait, nous on prend les meilleurs tech du marché, on les intègre dans l'éco-environnement d'Audity et on peut leur offrir. Et dans cet éco-environnement, évidemment, on va intégrer de l'IA. Donc nous, l'IA, pour faire simple, elle sert à augmenter la capacité du conseiller, c'est-à-dire à être finalement le plus fluide possible, avoir des réponses très précises, des process aussi. Il est toujours question de process, quand on parle d'un sujet simple que tout le monde peut comprendre. C'est un retour produit, par exemple. Il y a un process qui est associé. On préfère que le conseiller se concentre sur sa relation instantanée avec le consommateur plutôt que d'aller chercher au fond de sa mémoire certains process, etc. Alors, le conseiller est formé à tout ça, mais il va utiliser l'IA pour avoir quand même des tips sur la meilleure réponse à apporter au meilleur moment selon le contexte auprès du consommateur. Voilà, ça peut être tel produit va être disponible dans la boutique en bas de chez vous demain matin pour que vous puissiez venir l'essayer. Ça, c'est l'IA qui peut le pousser, mais l'art de l'annoncer, c'est le conseiller qui va l'avoir. Et comment tu arrives à recruter ? Parce que c'est quand même un profil de conseiller qui est assez haut de gamme. Il y a suffisamment de candidats à ce poste-là. Comment est-ce que tu arrives à sourcer ? Parce que j'imagine que des profils, du coup, c'est des profils qui sont quand même très qualifiés. Ils se portent candidats pour des postes comme ceux que tu offres. Comment est-ce que tu arrives à... Ouais, c'est effectivement l'un des enjeux. Donc, il y a évidemment pas mal d'outils qui sont très classiques et très utilisés depuis de nombreuses années pour pouvoir attirer les meilleurs talents, à savoir un cadre de travail qui peut être assez extraordinaire, ce que Audity cherche à faire partout dans le monde, de par sa géolocalisation et évidemment la qualité de l'environnement de travail. Voilà, c'est des exemples qui parlent assez bien et qui sont plutôt maintenant évidents. Mais en fait, Audity a développé un savoir-faire dans le recrutement en attachant beaucoup d'importance à deux sujets qui se croisent souvent beaucoup. L'inné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir. Donc c'est l'inné de la personne, c'est-à-dire son savoir-être finalement, et son éducation. Ce sont deux sujets nous, on a développé des techniques pour essayer d'identifier, en fait. Tu peux nous parler de tes techniques ou pas ? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui rêvent de savoir faire ça. Bien sûr, mais c'est la secret sauce d'Audity. Donc, j'en parle aux marques avec qui je travaille un petit peu. Et encore, on essaye quand même de garder nos secrets de fabrication. Mais l'idée, c'est effectivement d'identifier des profils qui vont avoir à la fois un inné et une éducation, où là, on est entre l'inné et l'acquis, finalement, puisque c'est un acquis pendant
une période importante d'une personne et qui vont faire que ça va matcher avec l'ADN d'Audity et l'ADN des marques avec lesquelles on travaille. Ça, c'est un sujet qui est très, très important pour nous. Et les compétences techniques qui sont requises ne sont, à ce moment-là, en tout cas, du recrutement et de l'accompagnement des personnes qui viennent travailler chez nous, les capacités techniques ne seront pas vraiment importantes. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a développé un grand savoir-faire en formation technique, pour le coup, mais les personnes étant complètement disposées de par ce qu'elles sont, à acquérir ces compétences, en fait, ça se passe plutôt très bien. Voilà. Après, il y a une autre difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on travaille énormément en multilingue, de par notre géographie, mais à l'intérieur même d'un pays et d'un bureau, si je prends à Paris, par exemple, toutes les personnes qui sont chez nous vont parler deux langues, et deux langues de façon maternelle. D'accord. C'est-à-dire qu'elles auront évolué et grandi dans un environnement où elles ont acquises pendant leur phase d'éducation, on y revient toujours, deux capacités, en tout cas deux langues qu'elles vont maîtriser parfaitement. Donc ça, c'est une autre complexité. Donc un savoir-faire en RH très important chez Audity, évidemment. Oui, effectivement. Vous êtes combien aujourd'hui chez Audity ? On est pas loin de 1700 collaborateurs répartis dans le monde. Ok. Je vois que l'heure tourne, mais j'avais deux questions que je voulais absolument te poser avant, donc je les pose quand même, tant pis. On parlait en intro du scoutisme. Je sais que c'est une expérience qui était vraiment chère. On ne va pas refaire la roue sur le scoutisme. Ça a déjà été fait. J'incite toutes les personnes à écouter. En plus, je crois que tu as été scout unitaire comme Augustin. Tout à fait. Donc voilà, Augustin a déjà tout dit sur le sujet, enfin plutôt Marine, qui l'avait fait, qui était chef de compagnie. Est-ce que toi, il y a des valeurs du scoutisme que tu appliques en entreprise ? Parce que je crois que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal réfléchi et j'avais vraiment envie que tu partages là-dessus pour nous. Oui, en tout cas, c'est un sujet qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore au quotidien. La première, je pense que j'en ai déjà parlé une ou deux fois, donc c'est qu'elle doit vraiment être ancrée en moi, c'est la notion d'aventure, l'entrepreneuriat, mais même une carrière professionnelle. Avant même d'entreprendre, moi j'ai toujours vu ma carrière professionnelle comme une aventure, ça c'est très propre au scoutisme. Et puis ensuite, il y a des notions qui sont très intéressante que l'on vit dans le scoutisme quand on est un jeune et que je pense qu'on peut vivre dans une entreprise. Et c'est cette notion d'équipe. J'en ai parlé aussi. Moi, c'est très important pour moi, c'est d'être en équipe, mais aussi d'avoir des rôles dans cette équipe. En fait, au scout, comme en entreprise, comme en tant qu'entrepreneur, on est toujours le plus petit de quelqu'un et le plus grand de quelqu'un d'autre. Et donc, on a ce regard, je trouve, à la fois, quand on est le plus grand, de transmettre. C'est un peu ce devoir de transmission. Et puis, quand on est le plus petit, de regarder les autres avec humilité. Et donc, c'est ce rapport, je trouve, aux autres qui me semble être très important. Et puis ensuite, c'est, je crois, le profond respect que l'on a les uns vis-à-vis des autres qui fonctionne bien. On doit s'écouter et dans les moments qui sont bons, c'est facile. Dans les moments qui sont plus compliqués, c'est un peu plus difficile. C'est de se dire que on va les régler ensemble, ces problèmes, en équipe et avec le sourire. Voilà. Et donc, si j'arrive à transmettre ça à mes équipes et si elles peuvent se souvenir de ça quand elles pensent à moi, ça me fera un immense plaisir parce que je pense qu'on a réglé beaucoup de problèmes, on a passé beaucoup de moments difficiles ensemble. Si on peut le faire avec le sourire, c'est beaucoup mieux et surtout, je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Dans les difficultés. Exactement. Souris et chante dans les difficultés. Exactement, ça fait partie de la loi scout. Est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as traversées justement, où tu as pu traverser en t'appuyant sur ces valeurs-là ? Oui, énormément. Il y a eu énormément de difficultés. Il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. Évidemment, l'année 2020, où je pense que je ne dois pas être le seul chef d'entreprise à avoir pu imaginer que je pouvais tout perdre. Donc 10 années de travail, 10 années d'énergie. Et je pensais surtout à tous les collaborateurs avec qui je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire si jamais tout s'arrête ? Donc ça, c'était des moments qui étaient compliqués, des moments pendant lesquels on n'a pas vraiment su quoi faire. Et puis on a réfléchi ensemble, effectivement, avec le smile, avec la banane, en essayant de trouver des solutions. Et je pense qu'on les a trouvées ensemble, d'ailleurs. Sans eux, je les aurais pas trouvées. Donc ça, c'était plutôt une fierté de me dire, mes équipes ont permis d'eux. C'était une difficulté. Puis après, il y en a tous les jours. Il y a eu des difficultés très importantes, que ce soit... évidemment, des échecs humains, parfois. Voilà, on se trompe. Même si on développe des techniques en ressources humaines, en tout cas, moi, à mon niveau, je me suis trompé, évidemment, beaucoup de fois sur de l'humain. Donc, c'est des moments qui sont toujours très compliqués à passer. Il faut se dire la vérité, il faut se dire les choses. Et on essaie de le faire,
en appliquant quelques règles et quelques notions que l'on a de l'humain, à savoir en tout cas l'honnêteté. Et effectivement, peut-être le sourire peut toujours aider à trouver des solutions, à débloquer des situations. Voilà, mais après, moi j'ai toujours tendance à essayer de me servir de mes échecs, mais aussi de les oublier, donc, et puis de garder le meilleur. Oui. Et ma dernière question, et après je laisserai la parole à Pierre-Marie qui nous attend. Tu disais quand même en intro que tu avais 4 enfants, et je voulais te demander comment est-ce qu'on est papa, mari, chef d'entreprise, successful à la fois. Successful, je sais pas, mais... Successful peut s'appliquer, la parenthèse, tu veux la mettre là où tu veux. Ouais. Non, alors... je pense que c'est pareil, c'est aussi en tout cas dans la façon de vivre. J'ai toujours privilégié, c'est peut-être l'ADN d'Audity qui ressort aussi, ou le mien qui ressort au travers d'Audity, mais aussi de la vie familiale, le qualitatif au quantitatif. Donc je sais qu'il y a une course dans la société actuelle à passer le plus de temps possible avec ses enfants, avec sa famille, ce qui me semble très vertueux, c'est quand même un bel objectif. Mais évidemment, ça peut être incompatible avec le fait d'être chef d'entreprise qui est très prenant. Donc je le dis à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si ça doit être un partage en tout cas... Moi, je suis allé rechercher des temps très qualitatifs. Alors, j'ai une organisation, en tout cas, qui me permet d'avoir mes moments privilégiés avec ma femme, en amoureux. C'est important de les conserver. Et puis, en famille, donc tous les 6. Et puis ensuite, j'ai développé, depuis leur plus petit âge, des moments père-enfant, individuellement, que j'essaye d'avoir à période en tout cas très très régulière, qui sont des moments très privilégiés. Et donc mes temps sont comme ça un petit peu divisés ou découpés de manière à ce que ce soit pas brouillon, mais que ce soit très clair, très délimité et très qualitatif. Donc j'essaye de créer des moments expérientiels, on va dire, ça, c'est un peu mon défaut professionnel, avec mon entourage que j'aime, et puis des moments en entreprise qui sont des moments très dédiés, mais évidemment très prenants quand on est entrepreneur. Merci beaucoup pour ce partage, j'espère que ça inspirera d'autres. Merci Aurore. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Pierre-Marie de Forville, notre expert Sapiens, pour parler finances avec Benoît. Sécuriser sa famille avant de se lancer, lever de la dette pour se développer à l'international, vendre ou ne pas vendre, vous saurez tout.